nous rejoindre sur Radio J comme tous les matins. Et vous le savez, le lundi matin, nous sommes en ligne en direct des États-Unis avec Sébastien Lévy, notre correspondant à New York. Bonjour Sébastien. Bonjour Elana, bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Alors on va parler de ce qui se passe alors que Donald Trump doit bientôt prendre véritablement ses fonctions à la Maison-Blanche. Il multiplie les déclarations lunaires, on peut le dire, provocatrices. Et ce sont des déclarations qui attirent énormément l'attention médiatique, hein, Sébastien. Oui, on va le dire, pour faire un mauvais jeu de mots, on peut dire qu'il souffle littéralement sur les braises, notamment avec ce qui se passe à Los Angeles. Vous avez sans doute entendu les propos qu'il a tenus. C'est un moment extrêmement dur. J'ai entendu dans les informations que Israël s'apprêtait à envoyer de l'aide aux États-Unis, ce qui est quand même très révélateur de la situation absolument dramatique des feux à Los Angeles. Vous avez à peu près 25 morts, vous avez des dizaines de milliers de bâtiments qui sont détruits, donc c'est extrêmement grave. Et c'est vrai que Donald Trump finalement est assez fidèle à son personnage. Au lieu d'appeler à l'unité autour finalement de cette tragédie, il en profite pour faire du Trump, c'est-à-dire pour incriminer ses adversaires démocrates. On sait que la Californie est l'État démocrate par excellence, ce qui lui permet finalement de continuer à ce qu'il sait faire, c'est-à-dire polariser, hystériser un petit peu le débat en finalement pointant les dysfonctionnements qui sont réels, clairement, de la part des démocrates en Californie. Mais pour aller un petit peu plus loin, il ne pointe pas uniquement l'inefficacité des démocrates, il pointe deux choses très importantes dans le discours républicain. Il insiste beaucoup sur la diversité, finalement, ou en tout cas ses partisans le font, c'est-à-dire qu'il dit que les gens, finalement, qui sont aujourd'hui en charge de la réponse contre les incendies sont des gens qui ont été choisis là pour finalement honorer la diversité plus que pour leurs compétences. Et puis l'autre chose, il parle aussi, il a finalement inventé un problème qui aurait été que l'eau aurait été détournée pour aller préserver un poisson. Et c'est une façon pour lui de ridiculiser un point très important qui est la lutte contre le réchauffement climatique et l'écologie. Il ne veut pas parler de réchauffement climatique, donc il préfère ridiculiser l'écologie en inventant des problèmes. Et donc, ça lui permet de continuer à polariser, à fédérer son camp contre ses adversaires démocrates qui sont à la fois woke, inopérants et qui parlent du réchauffement climatique au lieu de s'en prendre au problème. Et donc, c'est vrai c'est un petit peu compliqué à observer. On attend d'un président, même si c'est un président élu pas encore en place, de fédérer et de mobiliser les énergies. Il en profite pour régler des comptes et c'est fidèle, c'est assez fidèle finalement. C'est une expression du Trumpisme, ce qui est en train de se jouer en ce moment. Une expression du Trumpisme, justement, un concentré du Trumpisme en seulement une semaine. C'est une stratégie de Donald Trump, Sébastien, on peut le dire. Oui, on peut le dire. Il y a eu donc des propos donc assez lunaires. Il y a eu donc ce qu'il a dit sur les incendies de Los Angeles. Il a eu aussi des propos extrêmement durs contre Netanyahou. Ou plus exactement, il a retweeté des propos extrêmement durs contre Israël et contre Netanyahou d'un universitaire très anti-israélien qui a dit que Netanyahou, que les guerres aujourd'hui du Moyen-Orient étaient des guerres voulues par Israël, en particulier par Netanyahou, avec le soutien du lobby juif. Alors on ne sait pas s'il a vu tout le tweet, mais en tous les cas, il l'a retweeté. On peut imaginer ce qui aurait été la réaction des républicains si Joe Biden avait fait ça. En tout cas, ça montre que Trump est évidemment pro-israélien, mais il est avant tout dans le côté transactionnel et il est surtout dans le côté écoutez, je suis d'abord par rapport à mes propres intérêts, plus qu'un soutien, je dirais, complètement sans équivoque par rapport à Israël. Et puis je parlerai d'une chose, et c'est lié finalement à ce que je viens de dire sur justement le côté transactionnel. On a aussi entendu Trump parler du Groenland qui souhaiterait annexer. On a entendu parler du canal de Panama, où on a parlé également du Canada. Ça veut dire que les alliances, qu'elles soient avec Israël, qu'elles soient avec l'OTAN ou qu'elles soient avec le Canada, ce qui est quand même un lien très fort, pèsent peu par rapport aux intérêts du moment qui peuvent être celles de Trump. Alors c'est sans doute une technique de négociation, il n'en fera sans doute rien et on peut s'attendre à un vrai soutien vers Israël, mais c'est vrai que ça permet quand même d'avoir un petit recul par rapport parfois à des propos que peut tenir Trump. On sait que son soutien n'est pas inconditionnel, ça dépend vraiment du côté transactionnel.
Ça a aussi ses avantages dans la diplomatie, mais il faut vraiment, je pense que cette semaine qui vient de se produire a montré vraiment beaucoup de facettes du Trumpisme, le côté hystérisant, le côté polarisant, le côté transactionnel, le côté que finalement l'alliance avec les États-Unis, elle dépend du bon vouloir de Trump et des circonstances politiques plus que les valeurs communes ou plus que le respect des traités. Par exemple, ce qui s'est passé avec le Groenland est complètement fou quand on y pense, de ne pas exclure d'employer l'armée contre un pays qui est membre de l'OTAN, puisque le Groenland dépend du Danemark. C'est quelque chose qui n'avait jamais été envisagé. On a aujourd'hui des experts qui se disent mais qu'est-ce qui se passe par rapport au fameux article 5 de l'OTAN qui est que quand un pays de l'OTAN est attaqué, tous les pays doivent le défendre. Oui, mais quand c'est un pays de l'OTAN qui attaque un autre pays de l'OTAN, qu'est-ce qui se passe? Donc vous avez aujourd'hui des arguties juridiques qui montrent le côté imprévisible de Trump et le côté qui inquiète beaucoup des chancelleries occidentales aujourd'hui. Alors, c'est intéressant aussi parce que finalement, Donald Trump est aussi plein de paradoxes, puisqu'il a aussi une politique isolationniste. Alors, comment concilier justement tout ça, Sébastien? C'est compliqué pour lui quand même. C'est compliqué pour lui, c'est plutôt compliqué pour les autres parce que en fait il a à la fois on l'a vu, c'est America First, donc il y a un côté isolationniste en disant je veux m'occuper de l'Amérique d'abord, mais en même temps ce qu'on a entendu la semaine dernière, il y a plutôt aussi expansionniste. Alors America First, mais une Amérique, c'est pas uniquement America Great Again, c'est America Greater Again, plus grande en l'étendant. Ça n'est pas du tout quelque chose dont il a parlé dans sa campagne. C'est aussi être pro-Israël, mais aussi vouloir absolument la paix et peut-être demain, on en a parlé pour les otages, peut-être imposer à Israël un accord sur Gaza, qui serait sans doute une bonne raison dans la situation actuelle, mais il y a vraiment parfois des contradictions qui peuvent avoir lieu chez Trump. Finalement, le Trumpisme est un paradoxe, c'est-à-dire que c'est aussi ce qui fait sa force. Et d'ailleurs, il en a beaucoup parlé dans les livres qu'il a écrits sur les négociations commerciales. Il estime que la plus belle des négociations commerciales, c'est celle où finalement votre interlocuteur ne sait jamais à quoi s'attendre. Donc, c'est important d'être imprévisible, de ne pas du tout dire, de ne pas du tout dévoiler ses cartes. Donc, oui, il y a les paradoxes du Trumpisme. Je dirais plus que le Trumpisme est un paradoxe. Il estime qu'il peut obtenir plus juste en complètement déroutant ses interlocuteurs et en disant ben voilà, n'attendez rien de moi de particulier, vous allez être surpris, et ça met aujourd'hui tous les alliés des États-Unis dans une grande instabilité. Ce que dit Trump, il dit mais non seulement je déstabilise mes alliés, mais aussi mes adversaires qui ne savent pas à quoi s'en tenir avec moi, que ce soit la Chine, que ce soit la Russie. Donc c'est aussi une autre façon de faire de la diplomatie qui est extrêmement différente de l'approche traditionnelle de Joe Biden et assez prévisible, qui parfois pouvait avoir aussi ses limites. On le verra notamment par rapport à Gaza, mais aussi par rapport à l'Ukraine. On verra ce que cette nouvelle approche fera. Mais en tous les cas, ce qui est sûr, c'est que les derniers jours ont montré énormément de facettes du Trumpisme, dont cet aspect transactionnel, dont cet aspect imprévisible. Et en ce sens, ce qui s'est passé les derniers jours est un assez bon aperçu de ce qui va se passer dans les 4 prochaines années. Alors un dernier point pour terminer, je voulais aussi vous faire réagir là-dessus. Sébastien, ça s'est passé il y a quelques jours. Meta, le groupe de Mark Zuckerberg, a annoncé qu'il mettait fin à son programme de fact-checking aux États-Unis pour le remplacer par un système de notes de contexte semblable à celui qu'utilise notamment X. Alors est-ce que justement c'est lié à l'arrivée de Donald Trump, à la puissance d'Elon Musk? Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Il y a aujourd'hui, vous avez clairement une course à l'échalote de tous les leaders de la high-tech pour ne pas laisser Elon Musk seul dans la pièce avec Donald Trump et décider d'obtenir des contrats et d'obtenir les faveurs du gouvernement. Vous avez non seulement donc Mark Zuckerberg, mais vous avez aussi Jeff Bezos avec le Washington Post qui a aussi fait énormément de pas pour aller vers Donald Trump. Vous avez aussi Sam Altman de ChatGPT. Vous avez clairement tous les cas, ce qu'a dit Mark Zuckerberg est extrêmement significatif. Il s'aligne sur la politique de liberté absolue, qui est un petit peu compliqué à comprendre pour un Français. Donc, c'est-à-dire que tout est absolument dissible sur Facebook, donc même les pires fake news. Mais c'est dans la logique d'être dans les bonnes grâces, dans les bonnes grâces de Donald Trump. Il y a clairement une envie de ne pas être distancé par Elon Musk. On voit déjà, on en a parlé déjà à cette antenne, on voit déjà l'impact que cette présidence corporate avec le high-tech a comme influence, c'est-à-dire que tout le monde essaye de se mettre au début du jour et ne pas être distancé par Elon Musk. Ça a des conséquences évidemment sur la liberté d'expression, sur la démocratie, et on voit d'ailleurs, on a vu notamment Thierry Breton réagir extrêmement fortement à ce qui se passe par rapport à Elon Musk, mais aujourd'hui la bataille, clairement, vous avez deux mondes très différents, le monde de la régulation en Europe contre un monde sans régulation aucune du monde Internet aux États-Unis, donc vous aurez sans doute des batailles extrêmement fortes dans les semaines, dans les mois à venir. La régulation du numérique,
à l'épreuve de l'offensive de Trump, de Musk et de Zuckerberg. C'est un sujet dont on reparlera, j'imagine, sur Radio J. Merci beaucoup Sébastien Lévy d'avoir été avec nous. Je vous dis à la semaine prochaine avec grand plaisir.